Alors, j'ai eu la chance, au milieu des années 80, qu'à l'Université de Liège, on me propose d'aller faire une petite intervention archéologique dans une grotte située dans les Rochers de Freyr, c'est dans le sud de la Belgique, proche de Namur. Magnifique domaine calcaire, d'ailleurs très célèbre pour le club alpin qui fait de l'escalade là-bas. C'est un haut lieu de l'escalade en Belgique. Et c'est truffé de grottes, évidemment. Et un alpiniste amateur qui était passionné par ce genre de choses, qui était un peu un homme des bois d'ailleurs, il était quasiment sourd, il vivait un peu seul dans les bois, ça, il avait trouvé comme ça des ossements humains dans une grotte, et il avait appelé le chef du club alpin, qui a dit on va appeler l'université, etc. Donc fil en aiguille, mon prof à Louvain, à Liège me dit oh, des ossements ressortent dans les grottes, on en a déjà fouillé des centaines en Belgique au 19e siècle, c'est toujours du néolithique, c'est ta période, va faire cette intervention. Et donc j'ai été faire cette intervention, je me suis très bien entendu avec ce prospecteur amateur, qui, pour la petite histoire, n'avait pas vraiment de métier à cause de son handicap, et on a fini par, à l'Université de Liège, le former, et il est devenu technicien de fouilles pour le reste de sa carrière, tout à fait officiellement à la région wallonne, donc c'était une chance pour lui. Et alors, ce personnage m'a montré tout cela, j'ai commencé les fouilles, j'étais quand même convaincu que c'était du néolithique, parce que ce sont des pratiques funéraires qui étaient assez bien connues, vers le fin du 4e millénaire, 3e millénaire avant notre ère. C'est l'époque où, dans nos régions, bassin parisien jusqu'à nos régions, on construit des monuments mégalithiques. On en faisait des plus anciens encore en Bretagne, tout, mais là c'est fin 4e millénaire, début 3e, dans lequel on entasse les morts, au fur et à mesure de leur décès. C'est ce que nous appelons des sépultures collectives. Et dans les régions karstiques, où il y a toutes sortes de cavités, ils profitent, ils sont opportunistes, ils profitent des cavités plutôt que de construire des monuments, mais on y pratique la même chose. On ajoute les corps au fur et à mesure des décès, et il y a toutes sortes de manipulations de ces ossements, on prélève des reliques, des choses pareilles, et c'est toujours très pauvre en mobilier. Donc on n'a pas d'éléments directs, pas souvent d'éléments directs de datation, parfois il y a une petite poterie, alors on est assez sûr dans notre courbe. Et là je fouille cette sépulture, pas de mobilier, donc pas d'indice chronologique. On est dans un contexte connu, de pratique funéraire, donc voilà. Et on soumet quand même ça au carbone 14, j'avais trouvé un petit budget pour cela. Et là, la surprise, c'est qu'on était 6 millénaires plus anciens que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, on se demande toujours dans ces cas-là s'il n'y a pas un problème méthodologique. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'échantillon? Est-ce qu'il n'y a pas une pollution, etc. Donc, on fait venir, je travaillais à ce moment-là avec le laboratoire de Louvain-la-Neuve, il y avait un laboratoire de carbone 14 à Louvain-la-Neuve. Alors, je fais venir ce spécialiste-là, qui fait lui-même un prélèvement, on tombe sur la même date. Et donc, on commence à avoir une confirmation. Et là, je continue la fouille n'est pas terminée, et j'ai enfin trouvé un petit peu de mobilier funéraire, et c'était des petites lamelles en silex taillées typiques du Mésolithique ancien, et ça confirmait la datation. Donc c'était vraiment une surprise tout à fait étonnante, on sortait totalement du contexte normal. Alors avec ce prospecteur, Philippe Lacroix, on a continué à chercher des grottes, et nous en avons trouvé 2 autres. Et donc on commence à multiplier un phénomène, ce n'est plus un cas unique. Et je me suis alors lancé dans la littérature, je dis voir s'il ne traînait pas des choses à gauche, à droite. Je me suis rendu compte qu'il y avait des traces de choses comparables dans le sud de l'Angleterre, mais qui n'avaient pas trop été considérées, des fouilles anciennes, il y avait eu quelques datations, on ne sait pas trop quoi faire de tout cela, on disait le contexte de fouille n'est pas bon, mais enfin c'était quand même des corps manipulés avec des dates qui dataient du 9e ou 8e millénaire avant notre ère, donc bien avant les sociétés agricoles, on était bien chez les chasseurs-cueilleurs, et donc le phénomène commençait à prendre une certaine ampleur. Et puis j'ai eu de la chance parce qu'un collègue français qui travaille à Bordeaux, Henri Dudet, qui était professeur à Bordeaux, trouve en Charente un phénomène comparable. On me dit maintenant c'est terminé, c'est plus du hasard.
on a une donnée nouvelle, et donc ça m'a permis de me lancer dans une thèse de doctorat. Et la première idée, c'était de caractériser ce phénomène ancien. Et puis ma question était très vite, mais c'est tellement semblable aux pratiques funéraires qu'on retrouve quelques millénaires plus tard chez les agriculteurs-éleveurs, que vraiment, il n'y a pas de relation entre tout cela. Et donc j'ai commencé à étudier cette possibilité, et j'étais et en amont, chronologiquement, et en aval de ce que j'avais trouvé, me rendant compte que déjà en amont, il y avait des traces de manipulation de corps, pas des sépultures collectives, mais des corps manipulés, des transports de reliques, etc. Surtout chez les Magdaléniens, ceux qui ont dessiné Lascaux et toutes les grandes grottes de Dordogne. Et puis en aval, je me suis rendu compte que le trou chronologique entre mon 9e millénaire et la période normale où on trouvait ça, 4e, 3e millénaire, commençait à se combler. Il y avait quand même des relais. Et donc j'ai proposé une origine chez les chasseurs-cueilleurs des pratiques funéraires des dernières sociétés agricoles de nos régions. Ça a un peu fait scandale parce que c'était difficilement crédible au départ, puisqu'on avait encore cette vision, les sociétés agricoles, agro-pastorales, l'origine de cette économie vient du Proche-Orient. On n'a jamais fait de ton collectif de cette façon-là. Et on voit très bien qu'il y a même sans doute migration jusque dans la péninsule balkanique, le sud de la Grèce, et puis très vite l'ex-Yougoslavie, Serbie, Croatie, etc. Et que ce mouvement touche nos régions au 6e millénaire, et que là on ne trouve que des tombes individuelles, les corps placés de manière indépendante, chacun dans sa fosse, même des nécropoles, mais pas du tout ces phénomènes de corps manipulés, de tombes collectives, où on ajoute des corps au fur et à mesure des décès. Mais j'ai fait remarquer que c'est un mouvement pionnier, mais tout autour, les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas disparu et se sont à un moment donné assimilés à l'économie agricole, mais qu'il y avait un fonds de chasseurs local chez nous, devenus agriculteurs-éleveurs, et que d'ailleurs, ils n'avaient pas du tout les mêmes productions matérielles, pas le même type d'habitat, pas le même type de poterie, pas le même type d'outils, et puis eux ne faisaient pas de la grande céréaliculture, c'était plus du pastoralisme avec de la culture maraîchère, etc. Et de fil en aiguille, j'ai fini de montrer, mais vous savez, dans le Néolithique, ce n'est pas une civilisation, c'est une période, et vous avez des mondes différents. Ça avait déjà été pressenti par d'autres, mais avec l'argument funéraire, j'ajoutais une pierre à l'édifice. Et là, on a commencé à considérer que oui, sur l'extrême ouest de l'Europe, il y a eu un mouvement issu du milieu chasseur-cueilleur qui a façonné en partie les sociétés d'agriculteurs-éleveurs plus tardives. Et donc j'ai vraiment proposé une origine de ces sépultures collectives dans cette préhistoire plus ancienne. Et alors j'ai fait un petit clin d'œil, j'ai appelé ma thèse Curriculum Mortis, ce qui a quand même fait sourire quelques-uns. Mais voilà. Alors ce côté funéraire m'a passionné parce que ce n'est pas les morts qui passionnent dans le côté funéraire, mais c'est ce que les vivants en font. Donc c'est une histoire de vivants, les morts, il faut bien s'en rendre compte. Et donc là, je suis commencé à me dire qu'il y avait plusieurs conceptions de la mort. C'était un peu autodidacte et naïf au début. Et là, quand j'ai retrouvé mon collègue Paul Van Berk, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur des concepts un peu théoriques, sur les rapports entre production et façon de penser, on s'est rendu compte que les pratiques funéraires étaient quelque chose de très lourd. Je ne sais pas ce à quoi ces gens pensaient avec leurs morts, mais en tout cas, ajouter des morts au fur et à mesure des décès dans un lieu sans les inhumer pour pouvoir récupérer, lorsque les parties mortes ont disparu, des reliques et les prélever, ce n'est pas penser la relation aux morts de la même façon que ceux qui inhument des corps dans une fosse pour ne plus jamais y toucher. Alors, on ne peut pas connaître la qualité de relation des uns et des autres, ça c'est une limite de la préhistoire, mais on peut commencer déjà à avoir des modes de pensée différents. Alors avec Paul Van Berk, on s'est amusé à ajouter, tiens, et la poterie? Ah, mais les décors, la grammaire des décors n'est pas la même des deux côtés, ils ne pensent pas l'espace décoratif non plus de la même façon. Ah, et puis ils ne pensent pas tel est l'aspect structure villageoise, l'architecture de la même façon. Et on a commencé à ajouter une sorte de pierre à l'édifice pour vraiment commencer à caractériser des mondes où on a pu atteindre non pas le contenu culturel des détails, on n'aura jamais, c'est une frustration, c'est une limite par rapport à l'anthropologie, mais on a pu atteindre des ordres de pensée généraux pour se rendre compte que d'un côté, on avait un monde où la géographie était beaucoup plus itérative, ce n'est pas une géographie de domination de l'espace, beaucoup plus opportuniste, on profite de grottes par exemple, quand on n'a pas construit, les fortifications sont faites sur des éperons barrés pour faire le moins possible de travail, mais les pionniers de l'agriculture, une maison c'était des standards mesurés, une enceinte était toujours la même forme, la poterie avait une grammaire très sophistiquée et très
très forte, difficile pour les artistes de sortir de là, que les uns manipulaient les corps, les autres pas. Donc on a construit comme ça des mondes. On s'est rendu compte que les uns dominaient leur espace, imposaient leurs projets à l'espace, d'autres se coulaient dans l'espace et profitaient d'opportunités, et qu'on avait vraiment des façons de penser différentes. Là, on est parti alors dans toutes sortes d'applications, toutes sortes de périodes, et en fait, cette approche, à partir des éléments matériels qui nous restent du passé, s'applique à toutes les périodes. On peut travailler avec ça, y compris dans les périodes historiques, Moyen-Âge, etc. Et on peut caractériser. Alors, c'est un instrument puissant, en fin de compte, qu'on a pu déterminer là, puisqu'on peut voir quelles sont les possibilités, les vraisemblances ou les invraisemblances de filiation entre différents courants. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, on discutait beaucoup de l'origine des Indo-Européens, et certains avaient dit, c'est dans ce courant pionnier du néolithique que l'on va voir le monde indo-européen. Nous, quand on reprend le monde indo-européen avéré, on voit que leur façon globale de penser est à l'opposé de ce que les productions matérielles du courant pionnier des néolithiques peuvent produire. Et donc il y a une invraisemblance. Alors on a pu trouver les vraisemblances pour l'origine du monde indo-européen, sans déterminer laquelle est la meilleure, bien entendu. On n'a pas la solution, mais en tout cas, on a déjà pu éliminer toutes les invraisemblances. Donc on s'est rendu compte que non seulement ça nous permettait une approche un peu plus anthropologique des sociétés préhistoriques, avec la limite des temps abyssaux qui empêchent d'aller trop loin, on n'atteint que des ordres généraux, très généraux de l'ordre de pensée, mais ça permet aussi de regarder toutes les possibilités de relations entre les groupes, de transfert, d'influence, de filiation ou de non-filiation. Donc ça a été extrêmement, extrêmement positif. Alors j'ai continué aussi de mon côté, et j'ai travaillé fortement sur ce mésolithique qui était à l'origine de ces sépultures collectives, et je me suis rendu compte de beaucoup de choses à ce moment-là. J'ai un peu échappé à l'étude simplement des outils en pierre taillée, qui n'étaient pas mon domaine, et je me suis intéressé aux productions plus générales, comme les productions artistiques, les productions architecturales, ces fameuses sépultures. J'ai commencé à faire tout le tour de l'Europe dans la documentation, pour me rendre compte d'une chose qui n'avait jamais été vraiment perçue. Là, je pense que je suis vraiment le premier, et je ne m'en vante pas parce que c'est un hasard de recherche, qu'on est face à une société en pleine mutation, et pas du tout une société de transition, comme on l'a longtemps dit. C'était les derniers chasseurs qui attendaient de devenir agriculteurs, c'était un peu naïvement le concept qu'il y avait. C'est une société qui a commencé à penser sa propre relation au monde différemment, et qui a commencé à se mettre au centre du monde et se penser comme acteur du monde. Alors, je peux développer évidemment ce genre de choses. La preuve, c'est que dans les arts graphiques, par exemple, c'est fini les grands animaux statiques où les humains sont la portion congrue sur le côté. Tout à coup, on voit des chasseurs en mouvement et l'animal n'est plus la vedette. Tout à coup, on voit une explosion du nombre de sépultures et des créations de procédés pour les morts tout à fait nouveaux. C'est l'époque où on crée des nécropoles, cité des morts, rien que pour les morts. C'est l'époque où on fait ces fameuses sépultures collectives chez nous, où on prend des reliques. C'est l'époque où en Scandinavie, on va voir ces nécropoles étonnantes, avec y compris des chiens qui vont être inhumés. Le premier animal domestique, c'est chez les chasseurs-cueilleurs. Et donc, si on met bout à bout tous les éléments, on se rend compte que l'homme commence à se sentir acteur dans son monde, plutôt que simplement quelqu'un qui profite d'un monde merveilleux qui lui fournit ce dont il a besoin à condition de respecter les règles, c'est-à-dire les migrations, poursuivre les troupeaux, des choses comme ça. Il devient acteur, on voit le début de la sédentarité, on voit le début dans certaines régions, pas partout, on voit dans certaines régions les premières fabrications de poterie, on n'est pas encore du tout agriculteur-éleveur, et puis c'est aussi une période où on voit les premières explorations maritimes connues ici en Europe, sans nécessairement une intervisibilité vers les terres qu'on va découvrir. C'est l'époque où on va découvrir les Orcades et coloniser les Orcades, au 7e millénaire de notre ère. C'est l'époque où on va coloniser la Corse et la Sardaigne. Donc il y a une côté aventure, on se lance dans l'exploration du monde. Et donc j'ai fini par définir, je synthétise un peu ici, ça comme étant la période de la naissance de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire on se met un peu plus au centre de son univers et on s'y sent acteur. Et tout compte fait, je pense que la révolution néolithique n'est qu'une conséquence de cela. Il fallait pouvoir déjà se sentir acteur pour pouvoir aller encore un pas plus loin et commencer à produire son alimentation. Si on ne peut pas se sentir acteur dans le monde, si le monde est simplement un monde merveilleux qui pourvoit à tout, je pense qu'on ne peut pas se lancer un jour dans l'agriculture et l'élevage. Alors, tous les mésolithiques ne se sont pas lancés dans l'économie de production, mais je pense que c'est une condition pas du tout suffisante, mais nécessaire pour se lancer là-dedans. Et donc là, j'ai vraiment créé une révolution sur la définition du mésolithique. C'est le début d'un mouvement
dont nous avons toujours les conséquences aujourd'hui. Nous avons été jusqu'au bout dans notre intervention sur le monde, et là, on ne va pas développer ça ici, ce n'est pas notre domaine, mais sans doute que dans le plus loin qu'on puisse remonter, c'est bien là qu'il se passe quelque chose, il y a un déclic où l'humanité se retrouve tout à coup, c'est une époque de changement climatique, il faut bien reconnaître, et donc l'environnement devient stable. Et cette instabilité va leur poser question, je pense. Et ils vont aller chercher la seule chose qui est encore stable pour construire des références, c'est-à-dire eux-mêmes. Et donc, multiplication des tombes, avec des traitements très particuliers des morts, exploration du monde, etc., sédentarité, et c'est le début du stockage, hein, c'est un phénomène extrêmement important. Et là, je rejoins les travaux d'Alain Testard, qui avait lui aussi estimé qu'il fallait d'abord être stockeur avant de se lancer dans l'agriculture et l'élevage. Je pense qu'il a fortement raison. Et donc, on a tous ces processus qui commencent à apparaître, et gestion de territoire, on se sédentarise, etc. Donc on intervient dans son univers, on n'est plus seulement un pion dans un monde merveilleux. Ça m'a occupé quelques années, c'était une très belle période de mon expérience scientifique.